C'est ça, le dollar sera grillé, car plus personne n'en voudra. Le problème aux États-Unis, c'est que le consommateur dépense plus qu'il ne gagne. Le gouvernement dépense plus qu'il ne gagne et le pays tout entier vit au-dessus de ses moyens. On a un manque d'épargne lié à la consommation des ménages, un déficit budgétaire public et un déficit de la balance courante des États-Unis. On a donc une économie tout entière au sein de laquelle le gouvernement, le secteur privé et les ménages dépensent tous plus qu'ils ne gagnent. Et cette accumulation de dettes va devenir insoutenable. Les États-Unis empruntent des sommes phénoménales, pratiquement 800 milliards de dollars par an. Des sommes tellement énormes qu'on a du mal à imaginer ce que ça représente. Si on mettait bout à bout des billets de 1 dollar, je pense qu'on irait jusqu'à la Lune. Pour la première fois dans l'histoire, la plus grande puissance économique du monde est aussi celle qui doit le plus d'argent à la Terre entière. Les économistes sont partagés. Il y a les pessimistes et les optimistes. Un tel déséquilibre du jamais vu aux États-Unis annonce-t-il une grave crise mondiale? Ou représente-t-il au contraire le moteur de la croissance américaine et internationale? Il faut être deux pour danser le tango. Les États-Unis empruntent, mais il y a quelqu'un qui prête. Il faut voir l'ensemble. Première chose, les États-Unis sont au centre de tout. Les gens s'y sentent en sécurité, le système financier est très développé, très fluide, et cela donne envie aux étrangers d'accumuler des actifs aux États-Unis. Ils veulent posséder de l'immobilier, des bons du trésor, des actions, et c'est pour ça qu'ils ont accepté de prêter cet argent aux États-Unis, parce que ça les arrange d'amasser tous ces actifs. Si j'emprunte, je vous emprunte 20 dollars, d'accord? Je les emprunte. Donc, je suis plus riche de 20 dollars. C'est faux. Je vous dois les 20 dollars. Tôt ou tard, il faudra que je vous rende non seulement les 20 dollars, mais 2 dollars d'intérêt en plus. Donc, en fait, je ne suis pas plus riche de 20 dollars, mais plus pauvre de 22 dollars. Mais je ne suis pas obligé de les rembourser tout de suite. Je peux le faire demain. Et tant que je peux vous faire attendre, on est tourné vers l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est un trait de caractère ici. Tout le monde se dit, c'est vrai, je n'ai rien aujourd'hui, mais quand je vois toutes ces voitures, tous ces grands immeubles, je sais que je peux réussir. Les Américains sont optimistes. La dette est un sujet trop négatif pour qu'ils s'en occupent. On verra plus tard, toujours plus tard. Ces dessins ont tous plus ou moins un rapport avec mes chroniques au New York Times. La plupart m'ont été envoyés par des dessinateurs à qui je les avais commandés. On a lancé l'an dernier un grand débat sur les retraites. Et je suis devenu l'un des principaux adversaires du plan Bush, que le public a finalement rejeté massivement. On voit ici Bush et un éléphant, le symbole du Parti républicain, dans un tank qui avance vers l'immeuble de la sécurité sociale en disant « Nous serons reçus comme des libérateurs ». C'est ce qu'avait dit Dick Cheney pour l'Irak. Mais si l'on regarde de plus près, on voit toutes ces personnes âgées avec des cannes qui se préparent à prendre le tank en embuscade. C'est plutôt drôle. Depuis 6 ans, ce pays est dirigé par des gens viscéralement hostiles à l'État-providence et très favorables aux catégories à hauts revenus.
Ils ont littéralement bousillé le système fiscal en faveur des plus riches. Ils y sont arrivés par petites étapes qui n'avaient pas l'air bien méchantes, prises séparément, mais qui globalement ont eu un effet très néfaste. Ils disaient « on baisse les impôts pour tout le monde », ce qui n'était pas tout à fait vrai, car ils réduisaient surtout les tranches d'imposition des plus riches. Le système fiscal a donc subi de grands changements, très favorables à ceux qui gagnent plus de 500 000 $ par an et beaucoup moins à ceux qui ont un revenu de 40 000 $ par an. Cela n'en profite pratiquement pas. If you're making $40,000 a year, it's worth very little. No, I don't make anything. I used to work only 1 day a week, and now I got to work at least 3 to make up for that 1 day, and I've got to work 3 times as long and 3 times as hard, and it's becoming like below minimum wage, you know, for the hours that I put in. But you got to do what you got to do. And do you pay tax? No, I'm one of the licensed vendors that do not pay tax because I feel that what I've gone through in my life with the city, I don't feel beholden to pay the tax. I have a son that was murdered and the police didn't do anything, and I have a son that's illegally been in jail for 4.5 years, who's got a college degree, who was the best father, and the system didn't work for him. And so I paid my dues as far as I'm concerned. I used to pay taxes. But I'm a renegade, I guess. I just don't feel led to. Well, okay, that's really what I wanted to say about the economy. It's making me panicky, full of anxiety. Because, you know, you want to make it, you know, you want to go 3 steps forward instead of 3 steps back. And I'm going 3 steps back. But I'm still, you know, on an even keel. Okay, yeah. You okay? I was worried about you. Yeah, well, yeah. I'm going to see you soon. Don't come back to me. Le gouvernement Bush est convaincu que baisser les impôts stimule l'économie. Et c'est juste. Une faible imposition stimule toujours l'économie. Mais il ne faut pas baisser les impôts, puis compenser la baisse des revenus de l'État en empruntant. C'est ça le problème. Les démocrates, qui ont maintenant la majorité au Congrès, sont très préoccupés par la dette. C'est une de leurs principales critiques à l'égard du gouvernement Bush. Enfin, en plus de la politique étrangère des États-Unis, qui, à mon avis, n'est pas seulement une mauvaise idée, mais une initiative très coûteuse. Nous dépensons 4 milliards de dollars par semaine pour une guerre que nous sommes en train de perdre. Le président Bush l'a dit très souvent, il faut consommer, dépenser, aider l'économie en dépensant. Mais le consommateur est endetté. Et si dépenser aide sûrement l'économie en ce moment, ça l'aidera peut-être lui à se faire élire. Ça l'a aidé à se faire élire sans doute. Mais à long terme, même pas à long terme, maintenant, tout de suite, ce n'est vraiment pas une bonne idée du tout. Faites crédit et consommez. Ça créera de l'activité et donc du revenu et donc de l'épargne pour financer l'activité. Voilà ce que disait en 1936 le célèbre économiste Keynes. Le consommateur américain est harcelé par les organismes de crédit. Tant que la bourse et les valeurs immobilières sont au plus haut, le consommateur se sent riche. Il dépense plus qu'il ne gagne et il emprunte. En moyenne 20 000 $ par personne. Il épargne peu. Vivre à crédit est la condition même de l'American Way of Life. Dans cette période d'euphorie financière, les banques de crédit poussent à l'emprunt, y compris les jeunes et les plus démunis.